L'artiste peut-il être heureux? Est-il seulement capable d'aimer sans égocentrisme, autrement que pour être regardé? C'est à mon sens une des questions au centre de la narration du film Annette de Leos Carax. Alors je le sens venir, donc petit message avant d'aller plus loin, le film est extrêmement profond. On peut l'aborder sous plein d'angles différents et ça ne veut pas dire qu'une vision est meilleure qu'une autre. La beauté du cinéma, c'est justement d'offrir un ressenti subjectif. Donc calme-toi Jean-Michel Bongout, tu peux effacer ton message qui m'assure que non, le film ne veut pas du tout dire ça, que toi au moins tu as compris l'œuvre, on s'en passera. Mais revenons à Annette. Extrêmement remarqué au dernier festival de Cannes, le film de Carax y repartira avec le prix de la mise en scène, une bien maigre consolation pour ne pas admettre qu'il méritait la Palme d'Or, mais passons. Petite remise en contexte du projet. À l'origine, Annette est un projet des Sparks, le groupe qui compose l'entièreté de la bande originale. Il propose l'idée à plusieurs cinéastes, mais rien ne se matérialise. C'est en 2016 que Leos Carax monte à bord. À l'époque, 13 chansons sont composées et les grandes lignes de l'histoire sont posées. 2 artistes dont les carrières vont être radicalement bouleversées, un bébé au milieu, un chef d'orchestre. Cela dit, même si les bases sont présentes, Leos Carax va apporter de nombreux changements au scénario. Il fait également un tri dans les chansons, en rejette certaines, demande aux Sparks d'en enregistrer de nouvelles, un détail en apparence, mais qui a son importance. Le cinéaste se réapproprie le projet. Il va forcément injecter une bonne dose d'intime et d'auto-analyse dans ce récit qui n'était initialement pas le sien. Les Sparks ont résumé la collaboration en ces termes en interview. Bien sûr qu'en travaillant avec lui, nous savions qu'il s'approprierait notre bébé en lui injectant sa vision d'auteur. Si vous regardez le film, il est clair qu'il lui appartient en tant que tel et c'est tout à fait normal. De l'annonce en 2016 à sa sortie en 2021, le projet va être particulièrement compliqué à concrétiser. Des changements de producteurs, mais aussi de casting. À l'origine, on annonce Adam Driver, aux côtés de Rooney Mara et Rihanna. Finalement, seul Adam Driver va rester à bord du projet. En 2017, on annonce que Michelle Williams remplace Rooney Mara, et finalement 2 ans plus tard, en 2019, c'est Marion Cotillard à son tour qui remplace Michelle Williams. La même année, Simon Helberg rejoint le casting, et début 2020, on annonce également une apparition de la chanteuse belge Angèle. Un casting international, très surprenant, éclectique, à l'image du cinéma de Leos Carax. Bien qu'il s'agisse d'un film musical, Annette ne se veut pas du tout héritier des classiques hollywoodiens. Comme l'expliquaient les Sparks au magazine 7ème Obsession, nous ne voulions pas nous référer à des comédies musicales du type West Side Story, où tout est très chorégraphié et où l'on chante comme à Broadway. Ce que nous cherchions était bien plus trouble. Ainsi, Annette se veut plus proche de l'univers de Jacques Demy, dans son ton atypique, marginal. Oh, tu sais maintenant, ça n'a plus d'importance, nous avons même tout notre temps. Cette envie de différence va être un immense défi pour le casting. Pour Carax, pas question de faire des enregistrements studio parfaits, puis du playback au tournage. Marqué par son incroyable séquence musicale avec Kylie Minogue dans Holy Motors, le cinéaste a saisi la puissance et la pureté d'une captation live plutôt que préenregistrée. Les chansons d'Annette sont donc captées en direct, en même temps que la performance. Quand vous regardez une scène à l'écran, Adam Driver et Marion Cotillard doivent gérer leur jeu, leurs mouvements et leur voix en même temps. Alors j'ai entendu certaines mauvaises langues dire que c'était faux, c'était pas agréable à entendre, mais franchement, la performance est impressionnante. Cette technique va faire ressortir certes des imperfections, des fausses notes, mais c'est justement ce résultat-là que Leos Carax cherchait, un résultat qui se rapproche de l'émotion pure. Un peu comme au théâtre au final, où les impératifs du direct ajoutent parfois une émotion inattendue au détour d'une ligne moins contrôlée que les autres. Le défi sera évidemment un casse-tête pour l'équipe son. Casse-tête pour l'équipe technique en général, tant Leos Carax veut mêler effets pratiques, styles visuels différents et a une ambition démesurée. La séquence de la tempête par exemple. Il comprend vite qu'il est très difficile de trouver des piscines géantes suffisamment grandes en Europe pour tourner ce type de séquence aquatique. Après de longues réflexions, l'équipe décide plutôt de positionner un bateau sur une machine rotative et de projeter en fond des images de vagues sur un écran circulaire géant. En jouant sur la luminosité, les échelles de plan, l'effet est sidérant.
La marionnette d'Annette sera également un immense défi. La directrice de la photo explique « Nous avons dû filmer la marionnette 6 mois avant de commencer le tournage. Les marionnettistes travailleront très longtemps afin de trouver le bon visage, la bonne matière pour la peau, les différents masques pour les différentes expressions, et à ce sujet, un documentaire est sorti sur France Télévisions, je vous encourage vraiment à le découvrir. » À l'image d'un Mulholland Drive, Annette explore la fascination comme le morbide du monde du spectacle. Dès sa toute première phrase, le contrat passé avec le public est celui d'un monde de spectacle. So, may we start? Les personnages se savent mis en scène et se veulent au centre de l'image. Comme le film de David Lynch, il y a cette approche sensorielle déconcertante, l'expérimentation constante à l'écran. Mais surtout, cette atmosphère spectrale qui hante le récit de Léos Carax. La mise en scène des personnages qui courent après des chimères, qui se perdent dans leur quête pour devenir leurs propres fantômes. Et dans ce monde de paraître, même l'amour est troublé par le prisme du regard de l'autre et de sa propre réussite. Après tout, Anne et Henry ne tombent-ils pas amoureux de l'image artistique que l'autre renvoie? How did the show go? I killed them. Destroyed them. On your cake. I saved them. Et à peine leur amour naît-il qu'ils sont déjà images traquées par les paparazzis, déformées par le filtre volontairement laid des chaînes People. Même le chef d'orchestre nous parle de son amour pour Anne dans une chanson vantant son ambition de carrière. Et derrière ces belles apparences, on se crée l'image d'un certain amour. On se crée le fantasme du sacré. Cette idée de se mettre en scène, de s'inventer des vies par l'art, Carax l'explorait déjà évidemment dans Holly Motors, où les fausses vies accumulées de Monsieur Oscar n'en formaient jamais une complète. Pourtant ici, le personnage de Henry ne se voit pas exister sans le spectacle. Au moment où sa carrière sombre, plutôt que de penser au bonheur familial qui pourrait l'aider à atteindre une forme de plénitude, il blâme ce bonheur comme étant responsable de sa chute. Le bonheur détruit son art, il se doit donc de détruire son bonheur. Il tentera bien de vivre le spectacle par procuration, en mettant en scène sa propre fille, mais la satisfaction de l'ego n'est pas la même. Henry réalise qu'il ne brille plus que par substitution, en coulisses. Il est en quelque sorte relégué dans l'ombre, comme le chef d'orchestre l'était lorsqu'il convoitait Anne de loin, impuissant. C'est peut-être cette même envie de gloire qui unit d'ailleurs ces deux hommes que tout devrait opposer, mais qui se détruiront par avarice. D'ailleurs, n'est-ce pas en touchant le fond que le personnage de Henry livrera sa dernière scène de spectacle? Son interprétation immense devant le tribunal faisant office de chef-d'œuvre ultime, sa toute dernière représentation publique nourrie de son malheur. Pour créer ce qu'il a fait de plus beau artistiquement, il a dû se détruire humainement et émotionnellement jusqu'au point de non-retour. Regardez l'abysse. Dans Annette, l'art semble prédestiné au désastre. Anne est morte en se souciant autant de sa fille que de ne pas abîmer sa voix sacrée. Le chef d'orchestre est mort d'avoir fait taire sa conscience pour la gloire. Henry a tout sacrifié pour que l'art le ronge et le détruise à petit feu, condamné à vivre dans un lieu austère qui invite au silence sur ses murs et ne laisse plus la place au regard de l'autre. C'est sans doute dans cet élan salvateur de lucidité que la petite Annette décide qu'elle ne chantera plus jamais. Et même s'il lui répète de ne jamais regarder l'abysse, son père ne peut pas se faire à l'idée qu'elle renonce à son art, qu'elle renonce à ce pourquoi lui a toujours vécu. Détruit, seul, enfermé, Henry nous adresse un dernier regard caméra pour nous enjoindre de ne plus le regarder. Puis il tourne le dos à l'écran et disparaît de l'image. De toutes les condamnations, elle est peut-être là la plus grande pour un artiste. Ne plus être image, ne plus être création, n'être rien d'autre qu'une silhouette anonyme, oubliée de tous. Alors, pour répondre aux interrogations du début, selon Annette, l'artiste peut-il être heureux? Probablement. Mais est-il capable de le rester lorsque ce bonheur met en péril son art? Rien n'est moins sûr. Peut-il aimer autre chose que son reflet? Autre chose que le regard de l'autre? Peut-être qu'il y a un espoir de cet ordre-là dans la ballade romantique du début. Ce qui est sûr, c'est que la jeune Annette apprend une leçon cruciale à son père en fin de récit. On ne peut pas décider d'aimer l'autre à sa place.
Pas pour se grandir, pas pour se rassurer, et à trop aimer ce qu'on est dans le regard de l'autre, on peut finir par ne plus rien avoir à aimer. Now you have nothing to love. C'était Clem, vous venez de regarder le 15e épisode de Cinéscope. Comme d'habitude, commentez, abonnez-vous, partagez, vous connaissez tout ça. Vous pouvez me soutenir sur plein de plateformes, je vous laisse voir ça en description. Merci de votre soutien et on se dit à bientôt.